On va commencer comme ça. Donc, moi, donc, comme je vous l'ai dit, je suis dans la partie direction informatique, direction du numérique, mais j'ai une vie antérieure d'enseignant. Et donc, je me qualifie plutôt maintenant comme pédagogue geek, plutôt que... moi, j'ai pas de passé lourd en informatique, des études en informatique. Moi, j'ai fait des études scientifiques avant d'enseigner. Et quand on se définit en tant que pédagogue geek, on fait des selfies. Donc, on va faire tout de suite un selfie ensemble, mais pas n'importe quel type de selfie. Un petit selfie qui me demande une petite manipulation numérique. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, on va peut-être baisser un petit peu au niveau luminosité. Donc là, il y a des tartines de confiture parce que ça s'appelle la loi de Murphy, la loi qui fait que quand on fait tomber une tartine de confiture, c'est toujours du côté confiture que ça tombe. Alors excusez-moi de l'expression aussi, mais on parle de loi de l'emmerdement maximum aussi, hein, qui est que si quelque chose peut ne pas marcher, elle ne marchera pas. Alors là, je connecte en Wi-Fi. En ce moment, le Wi-Fi sur mon téléphone, il est un petit peu capricieux. C'est pour ça que j'ai fait tout ce préambule sur l'effet démo aussi. Ça s'appelle l'effet démo. On essaie de faire une démo. Et puisque quelque chose peut ne pas marcher, il ne marchera pas. Donc là, pour l'instant, c'est en train de plutôt bien se passer. Voilà. Donc je vais lâcher le micro pendant une petite seconde pour faire mon selfie avec vous. Heureusement, mon assistant me rappelle à l'ordre, effectivement. Exactement. Donc voilà, si ça vous rappelle un film, ça n'a aucun rapport. Suivant mon humeur, je mets aussi la musique. Hein. Mais bon, là, Alors, cette petite chose-là, c'est une caméra 360 degrés. Donc, alors, comme on est en petit comité, ouais, je ne vais pas prendre le micro parce que je vais passer parmi vous. Si, pour la caméra. Ah, le micro, d'accord. Tout est enregistré. Donc, en fait, je ne vais pas du tout vous passer les diapos que j'ai prévus. Alors. Donc là, vous voyez, j'ai fait une photo 360 degrés avec cette caméra qui est composée de deux objectifs. Pour les amateurs de photos, ce sont des fisheye, c'est-à-dire qu'on fait une vue qui est plus que 180 degrés, une demi-sphère. Et cette caméra, automatiquement, va fusionner les deux demi-sphères et nous faire une photo sphérique. Donc, dans des conditions où je peux transférer de mon téléphone sur mon ordinateur et le projeter, je pourrais vous le montrer à l'écran, mais là, je vais vous le montrer en passant parmi vous. Donc, ceux-là connaissent déjà. Donc, vous voyez, ça, c'est une photo sphérique. Ici, merci. C'est super. Ah, voilà, merci. Et c'est comme les magiciens, donc après, tu feras un petit tour. Je vais le passer. Donc, vous voyez, c'est vraiment une sphère. Et on vous voit tous, du sol au plafond. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment on peut faire des usages pédagogiques de ce type de sphère. Est-ce que c'était bon même au fond voilà. Merci Dominique. Alors, maintenant que je vous ai fait ça et que j'ai justifié le fait que je sois geek, on va quand même faire des choses comme il faut. Donc ça, c'est moi, cette petite carte. Le pédagogique au centre de différents écosystèmes, le CNAM, une commu, donc un petit chapeau au-dessus du CNAM. Merci. Évidemment, je suis hyper connecté, LinkedIn, Twitter. Je travaille dans le milieu associatif en envoyant des ressources numériques en Afrique avec une ONG qui s'appelle ED for Free qu'on a créée. Et que je vous parlais de la partie
associative. Donc le CSIR, qui est l'association des informaticiens du supérieur, dont j'ai l'honneur d'être le président, et donc l'UPF est membre du CSIR. ENIS, une association européenne, et enfin EDUCAUSE, cette grande conférence aux États-Unis. Il y a plus de 8000 personnes. En gros, on prend les informations sur les technologies pour l'enseignement avec à peu près 12 à 18 mois d'avance sur ce qui nous arrive en métropole ou ici. Donc typiquement, on a vu arriver les MOOC en 2012 et ils ont été vraiment travaillés et exploités à partir de 2013. Alors, hop, hop, hop. Ma zapette. Bon, pas grave. Ouais, donc ça, c'était la présentation que j'ai faite à DigiNova en Nouvelle-Calédonie, qui a duré déjà presque plus d'une demi-heure. Mais là, je vais faire un focus sur ce que m'avait demandé Christophe et ce que je lui avais proposé sur la formation ouverte et à distance. Donc ça, c'est les types d'innovations qu'on peut lancer. Donc, on va être aussi sur un format d'échange. Interrompez-moi à tout moment, posez-moi des questions. Ce que j'entends par innovation dans le domaine de l'EdTech, des technologies pour l'éducation, il est clair que envoyer des ressources à travers les mobiles, c'est un vrai enjeu. Ce que j'appelle intelligence collective, je mets dedans les MOOC, je mets la co-construction du travail, le passage de la classe inversée à la classe renversée. Donc une classe inversée, vous savez, on publie des informations avant que les étudiants viennent dans l'amphi, et ils peuvent travailler avant. Donc on leur donne la somme de connaissances, et quand ils sont dans l'amphi, on est plutôt en mode transmission. De les aider à acquérir des compétences. En particulier la compétence de parler en public, on l'oublie assez souvent et elle est très importante pour nos étudiants, pour vos étudiants. Sur la partie classe renversée, c'est en fait on demande à des étudiants, peut-être pas dès la première année, mais de construire eux-mêmes des ressources de cours. Donc cette intelligence collective, en groupe généralement, donc ça veut dire qu'ils vont construire ils ont un sujet d'exposé sur lequel a priori vous ne leur avez pas donné cours dessus, c'est à eux de le découvrir, d'aller se renseigner, d'aller à la BU, etc. Intelligence artificielle, c'est une vague dont on nous rebat les oreilles, donc je pourrais en dire beaucoup de choses. Les seules choses qui sont à peu près convaincantes, c'est tout ce qui est le traitement du langage naturel, c'est-à-dire des machines qui vous écoutent, qui sont capables de comprendre ce que vous êtes en train de dire, qui répondent toujours en langage naturel, pas avec une voix synthétique qui font penser que c'est une machine. Donc là, actuellement, on en est à un stade où les Google, les Microsoft sortent des systèmes qui font qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de parler à un ordinateur. On est quasiment pas loin de la loi de Turing qui disait qu'une intelligence artificielle, on n'était pas capable de savoir que c'en était, de reconnaître l'ordinateur. Et il y a des implications extrêmement intéressantes sur la traduction automatique. On est en conférence avec quelqu'un, on lui parle en français et lui entend ce que vous dites en anglais ou en japonais. Et les démonstrations sont extrêmement convaincantes maintenant. Alors pour vous faire un petit peu peur, ou nous inquiéter, quand je vous dis à EDUCAUSE, on entend déjà des gens qui disent on est capable de corriger des devoirs avec des systèmes experts. C'est-à-dire que l'étudiant rédige un rapport, rédige un exposé, et en fait c'est la machine qui le corrige. Glups. D'autres choses, d'autres expérimentations, des tuteurs sur des forums avec les étudiants dans Moodle, où la machine experte d'IBM qui s'appelle Watson répondait aux questions des étudiants et aucun étudiant s'est aperçu que c'était pas un être humain, quoi. Donc voilà, ça vous donne des pics de réflexion par rapport à ça. Moi, la seule chose que je peux en dire, c'est que on n'est pas de taille pour lutter contre Google par rapport à ça. L'industrie, bon, c'est
pas très politiquement correct, puisqu'en ce moment, la région Île-de-France, le gouvernement, tout le monde fait des sauts de cabri sur l'intelligence artificielle et le fait qu'on est les meilleurs au monde. Mais les milliards de Google et Microsoft, je pense qu'on ne sera pas de taille à lutter contre ça. Donc on verra. Quant à la réalité virtuelle et augmentée, c'est mon dada, donc je vous en parlerai plutôt à la fin de ma présentation. Donc j'étais en train de vous dire que la direction du numérique, au 1er janvier, passera de 8 à 16 personnes en intégrant de l'ingénierie pédagogique et des ressources en production multimédia, alors qu'auparavant, les personnes étaient plutôt des chefs de projet sur les projets structurants du numérique. On considère que maintenant, on a fini le travail structurant. Je fais ces gestes-là parce qu'on était plutôt sur les couches basses, sur la base. Avoir un annuaire unique, c'était fondamental pour utiliser les plateformes d'enseignement. Passer sur Moodle, qui est le standard de toutes les universités, c'était aussi fondamental. Donc ça, c'est acquis, c'est quasiment terminé. Maintenant, il faut réfléchir aux actions pluriannuelles 2018-2023 pour généraliser la formation ouverte à distance, qui est la mission qui m'est assignée. Donc clairement, on me demande de mettre en place toutes les actions possibles, imaginables et si possible qui fonctionnent pour généraliser la formation entièrement à distance au CNAM. Donc une petite parenthèse, depuis que je suis au CNAM, ça fait un petit peu moins d'1 an, j'ai été obligé de reformater mon petit logiciel personnel puisque je ne dis plus étudiant. Je le dis avec vous là, mais ça me fait bizarre puisqu'on parle au CNAM d'auditeur. C'est le terme consacré pour bien qu'on comprenne que nous n'avons pas des étudiants en face de nous, nous avons des personnes qui sont en reprise d'études, qui sont déjà des salariés. Hein, on est sur de la formation tout au long de la vie. On est sur de la formation professionnelle ou de la formation continue, quel que soit le nom qu'on lui donne. On a des adultes en face de nous, des gens qui sont remarquables parce qu'ils travaillent le soir, hein, hors temps de travail, sur leur week-end, qui mettent des années à avoir un diplôme supplémentaire par rapport à leur travail. On sait qu'on a chez nous des ingénieurs qui sont ingénieurs d'études, qui passent par le CNAM pour avoir le diplôme d'ingénieur du CNAM et qui peuvent à ce moment-là passer les concours d'ingénieur de recherche. Donc c'est une mission, je dirais, auprès de la population qui est fondamentale, avec le CNAM qui est implanté dans tous les territoires français, ici aussi, puisque demain je serai avec mes collègues du centre CNAM. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ça, pourquoi on veut faire de la formation entièrement à distance et en faire notre axe majeur de la digitalisation du CNAM? C'est tout simplement parce qu'il y a un enjeu de propager les cours en ligne, les ressources numériques à des personnes qui sont éloignées. Et je pense que pour vous, ça a vraiment du sens. Et je l'ai aussi vécu en étant à Nouméa précédemment. Il y a des besoins de former des personnes sans qu'elles n'aient à se déplacer. Donc ça, c'est la devise du CNAM, donc, qui est Omnes Docet Ubique. Omnes Docet Ubique, donc c'est qui enseigne à tous partout. C'est une devise qui date quand même de la Révolution française, hein, mais je trouve qu'elle colle très très bien à notre Moodle. Elle colle très bien à cette mission. Et donc, je l'ai reprise pour donner les 3 axes du schéma directeur de la digitalisation des formations que je suis en train de décrire, qui est on s'oriente selon ses compétences avec Omnes. Donc là, il y a une partie, encore une fois, spécifique au CNAM, qui est très orientée bilan de compétences et gestion de ses propres compétences tout au long de la vie. Donc il y a un outil de portfolio qui est en cours de développement et de prototypage chez nous là-dessus, financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est quelque chose, si ça fonctionne bien, on pourra le diffuser, on le diffusera. Donc enseigner à tous en masse, donc ça veut dire se donner les moyens de produire des ressources numériques. Et ubique, je l'ai traduit moi par la mobilité et le fait que de plus en plus les demandes sont d'utiliser des terminals mobiles, des smartphones, des téléphones intelligents. Et donc ça c'est... ouais.
Donc ça, c'est les évolutions des missions de la direction du numérique, la D2N, DNN. Donc on va devenir Direction nationale des usages du numérique, DNUN, ce qui va donner DN1. Construire de la formation à distance et surtout accompagner les enseignants. Donc ici, qui est enseignant ou a été enseignant? Donc je vais lever la main parce que a été, quand même. Alors ceux qui ne sont pas enseignants sont plutôt personnels BIATS ou étudiants? Non, BIATS, d'accord. Donc à côté des plans d'accompagnement des enseignants, parce que clairement, on a aussi des spécificités au CNAM qui sont des formations professionnelles, par exemple sur le BTP, sur une UE, on peut faire venir 5 fois plus d'intervenants extérieurs que d'enseignants titulaires ou de vacataires qui ont une lourde charge d'enseignement. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'intervenants extérieurs qu'on ne pourra pas former à Moodle en leur disant mettez ça à tel endroit, connectez-vous, on vous a créé un compte et tout ça. Et ils vont nous dire, à la limite, il y en a même certains qui nous disent qu'ils ne veulent pas être payés tellement ça fait de paperasserie. Ils viennent faire un cours pendant 2 heures, c'est des experts dans une discipline. À nous de trouver, d'être suffisamment agiles pour, en accord avec eux, mettre les contenus qu'ils ont faits en ligne. Donc ça, pour accompagner les enseignants, jusqu'à présent, je disais toujours, faut pas leur donner du poisson, il faut leur apprendre à pêcher, il faut les rendre autonomes, il faut leur donner les bons outils numériques. Le métier d'ingénieur pédagogique, c'est d'aider l'enseignant et lui faire gagner du temps dans la prise en main, mais il faut le rendre autonome. Il faut le rendre autonome avec des outils les plus simples possibles. Donc, produire des ressources innovantes, mon avant-dernier point, c'est aussi regarder ce qui se passe, donner une image dynamique du CNAM. Et clairement, le travail sur l'immersive learning, le travail sur la réalité virtuelle nous montre qu'on a un champ absolument extraordinaire à proposer aux collègues et le fait de faire des choses avec un casque sur la tête ne vous isole pas du reste du monde puisqu'on peut faire de la collaboration avec cette réalité virtuelle. Bon. Ce n'est pas le but de mon propos, mais évidemment, là, je suis intarissable là-dessus. Et je parlais évidemment de mobile learning. Toute la partie application mobile, ça demande de travailler évidemment étroitement avec nos collègues de la DSI pour mettre en place des plateformes. De la même façon qu'on a un espace numérique de travail web, il faut absolument avoir des applications mobiles qui permettent de faire la même chose que sur le web. Alors voilà l'évolution de l'organigramme. Comme je vous ai dit, on passe de 8 à 16 personnes, 17 même. Et voilà les projets du schéma directeur. On va monter un teaching lab, c'est-à-dire un lieu d'accueil, d'accompagnement, dans cette idée de bien faire connaître, parce que encore maintenant, je croise des enseignants qui me disent « Ah bon, vous avez un service qui s'appelle Open, AUPEN, accompagnement aux usages pédagogiques pour l'enseignement numérique ». Mais je ne savais pas, moi, qu'il y avait un service comme ça avec des ingénieurs pédagogiques, comment ça se fait et tout, alors que je vois sur tous les sites web, sur toutes les communications open. On va remettre une couche en mettant un lieu spécifique qui s'appelle Teaching Lab, où les enseignants peuvent venir, peuvent même rester travailler en autonomie, mais dans un environnement où ils savent que s'ils ont une question à poser, ils peuvent la poser à quelqu'un qui n'est pas loin. On va aussi créer un label pour la formation ouverte à distance. Alors tout ce que je vous dis là sont des projets qui ne sont pas encore validés, pas encore terminés. J'avais oublié que j'allais être enregistré, donc il ne faut pas que ça remonte à mes chefs, sinon voilà. Ce sera validé dans les 2-3 semaines qui viennent.
Donc, avoir un appel d'offres permanent à la création de formations à distance, c'est justement une façon d'être agile et de voir quels sont les enseignants qui sont prêts à basculer la totalité de leurs ressources et de leurs activités, parce que ce n'est pas simplement mettre en ligne des documents statiques, c'est aussi échanger, animer des classes virtuelles. Ça demande une technicité importante. Donc la formation ouverte à distance ne s'improvise absolument pas. Produire des ressources, ça veut dire moderniser des chaînes de production actuelles en termes de captation vidéo. Là, ce qu'on est en train de faire là, en ce moment, je parle sous ton contrôle, Christophe, mais je suis filmé, on prend aussi mes diapos, et ça va être ensuite récupérable sur un lecteur où on pourra me voir en train de faire le clown et avoir les diapos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon CNAM des studios de cours, où on a équipé des salles avec ce type de matériel mais fixe. Et donc l'enseignant, il arrive, il dit « je vais vous faire cours », on, il est entièrement filmé, et à la fin, off. Mais il peut parler pendant 2 heures. Donc on imagine que là, on récupère une belle grande vidéo qui peut être mise automatiquement sur Moodle. Et qu'est-ce qu'en font les auditeurs? Qu'est-ce qu'en font C'est un vrai problème. Exactement. Maintenant, moi, j'ai 12-15 studios de cours à Paris. Je ne vais pas les effacer d'un trait de crayon avec des enseignants qui me disent « je suis content de me filmer, j'aime bien, ce système-là me convient, pour l'instant je veux faire ça pour ma FOAD ». Donc la modernisation, clairement, ça va être de travailler sur les serveurs vidéo qui sont derrière et ce qu'on appelle le lecteur, le player. Là, pour l'instant, le nôtre n'est pas assez sophistiqué. L'auditeur ne peut même pas faire une avance rapide sur les 2 heures. Il ne peut pas sauter, ou s'il le fait, bon, c'est compliqué. Le player n'est absolument pas aux normes de ce qu'on attend d'un player vidéo. Qu'est-ce que pour moi sont le minimum qu'on attend d'un player vidéo? C'est tout simplement un chapitrage. C'est-à-dire dès qu'on change la diapo, on sait qu'il y a un moment où on a changé la diapo, même si ça dure 2 heures. La possibilité pour l'auditeur de prendre des notes sur la vidéo, voire même de les partager avec les autres auditeurs. Des possibilités pour l'enseignant de couper des séquences et extraire de ces 2 heures 5 minutes et de ne projeter que ça, sans forcément avoir des compétences de je fais du montage vidéo. Là, je vous parle d'outils web qui font qu'il regarde les 2 heures, il dit je mets un point d'entrée là, un point de fin là, et ce petit truc-là, j'aurai un code, je le mets dans Moodle, une URL, un lien, je le mets dans Moodle, et on ne voit que ces 10 minutes, alors que finalement, il y a 2 heures qui sont cachées derrière. Oui, bien sûr. Là, actuellement, il y en a beaucoup, parce qu'on a des centaines d'UE qui sont actuellement dites FOAD, et il y en a beaucoup qui sont avec ces systèmes de cours. On est pas mal en avance sur la numérisation de nos contenus par rapport à ce que moi je connais après avoir passé 15 ans en université. Le CNAM a une culture de la numérisation, une culture, il faut savoir que dans les années 70, on faisait de la télé scolaire, hein. On envoyait des choses en télé. Là, je dirais qu'on est plus près des 25. Oui, bien sûr. Mais l'idée, alors je vais continuer mon propos par rapport à ça. Les studios existent. Quand je lis la littérature sur des établissements qui ont mis en place filmer en studio de cours, je vois des choses très intéressantes dans des établissements qui ne sont pas petits et inconnus, parce que là je parle du MIT par exemple, qui a dit, qui a étudié et dit, voilà, ne filmez pas l'enseignant avec des caméras suiveuses et tout ça, on veut vous vendre plein de technicité par rapport à ça. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 4
caméra avec des plans fixes bien identifiés. Donc si je suis là, je vais être filmé. Si je suis en train d'écrire au tableau, parce qu'évidemment l'enseignant n'a pas forcément de diapositive, donc il y a quelque chose qui est tout le temps centré sur le tableau, sur même deux tableaux, le tableau du haut, le tableau du bas, vous voyez. Tout dépend de la configuration de la salle. Et l'intérêt d'avoir plusieurs sources vidéo, c'est que dans les players, dans les lecteurs mobiles, dans les lecteurs modernes, l'apprenant, l'étudiant, l'auditeur peut choisir ce qu'il veut voir. Donc à l'instant T, s'il se dit ah ben là, qu'est-ce qu'il fait? Il est au tableau, mais il a fini d'écrire, je veux revoir le tableau, à tout moment, il a le tableau. Donc c'est du multi-source vidéo et on sait très bien gérer ça dans les serveurs. Donc c'est quelque chose qu'on va tester au CNAM, de passer de quelque chose d'assez statique à la possibilité pour l'auditeur de choisir la source. Moi j'ai une question. Ça veut dire que les auditeurs, il faut qu'ils aient une application qui puisse lire toutes ces vidéos? Oui. Parce que quand on sait qu'il y a différentes applications, Il faut que cette application soit aussi gratuite. Oui. Si elle est payante, ils vont jamais l'acheter. C'est une très bonne remarque. Cette application, elle sera intégrée dans Moodle, d'accord, et fournie par le CNAM de la même façon qu'on ne fait pas payer Moodle aux auditeurs. Donc ce sont des plateformes vidéo avec les players qui vont bien, format HTML5, ça veut dire que c'est lisible sur tout type de support, tablette, Android, iPhone, etc. Donc on veut mettre en place quelque chose qui est universel dans la façon de le voir et complètement gratuit, si ce n'est qu'on paye pour s'inscrire évidemment à sa formation. Surtout qu'il y a quand même différents pays, puisque le CNAM c'est non seulement en métropole, c'est aussi en Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas les mêmes accès. Parce que ici en Polynésie, si on est au CNAM, on est là-bas à l'EATA, il n'y a pas d'accès Internet. Alors, c'est aussi une remarque sur laquelle j'allais venir sur la partie plateforme mobile et ressources. Là, donc, j'anticipe un petit peu sur mon discours, qui est de dire, évidemment, quand on a des problématiques, et mes collègues du CNAM en Nouvelle-Calédonie, dont je viens, et je vais en parler avec ceux de Polynésie demain, c'est qu'on a ce genre de petit boîtier. Ça, c'est un serveur Moodle, en fait. Là-dedans, on a un serveur Moodle de exactement même configuration que ceux qu'on peut trouver en ligne. Elle s'appelle une Moodle Box. On met les contenus sur une clé USB. On a une SD carte. Donc ça s'appelle un Raspberry Pi, si vous voulez. C'est un nano-ordinateur. Il y a dedans tous les composants d'un ordinateur. Ça vaut quelques dizaines d'euros, donc vous ferez la conversion. Et l'avantage, donc c'est typiquement ce que dans l'ONG ED for Free, on envoie ce type de box en Afrique où il n'y a pas de connexion. Et pour finir, évidemment, on se connecte dessus par Wi-Fi. C'est-à-dire que là, on s'en sert en formation de formateurs. Il y a des ressources de Canopé, il y a des ressources de différentes sources pour l'enseignement secondaire et primaire. On la branche, on la met ici et à 12-15 personnes, on se connecte dessus. Donc les enjeux sont plutôt des enjeux de synchronisation des ressources qui sont sur cette box avec les serveurs centraux où si l'enseignant va lui donner le moyen de créer des ressources lui-même, comment ensuite il peut les propager et les retrouver partout. Donc ça, typiquement, ça existe depuis assez peu de temps, 1 ou 2 ans. C'est un projet qui a été mis en place par un de mes amis en Suisse, qui est le grand ordonnateur des conférences Moodle Moot des utilisateurs universitaires de Moodle. Et c'est une solution qui me semble vraiment adaptée à ce qu'on appelle le offline, c'est-à-dire on n'est pas connecté en permanence. Voilà, ça vaut à peu près. Alors, en fait, c'est la SD card de plusieurs gigas qui vaut plus cher que le boîtier lui-même. Et ça, je suis d'accord aussi avec votre remarque sur il faut, en termes informatiques, en termes de structure et d'architecture informatique, ne pas essayer de caler un modèle
métropolitains ou américains où ils ont des tuyaux comme ça, où on est tout le temps en train de dire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut compresser les vidéos, les stocker, il faut avoir des serveurs locaux, c'est-à-dire il y a un vrai débat sur avoir des data centers au plus proche. Là encore, on n'arrive pas, nous, avec les acteurs africains, d'avoir nos données dans des clouds en Afrique. On a encore des choses en France. Il y avait une agence qui mettait ses serveurs pour l'Afrique au Canada. Non, il y a des moments où on a des tuyaux qui sont de plus en plus étroits, et si on va mettre ça pas au plus proche de la personne, on va avoir des vrais problèmes de débit. Donc voilà, merci, ça m'a permis de rebondir sur cette thématique de le online, le offline et la grosseur des tuyaux. Donc là, j'en étais à la partie Immersive Learning Lab, et le maître du temps, c'est Christophe, tu me dis, parce que là, j'ai aucune notion de où j'en suis, combien de temps il me reste, et tout ça, quoi. J'y crois. Vraiment? Oh là là, d'accord. Ah, parce que là, tu t'es calé sur 9 heures. Ouais, d'accord. Donc, je vais aller assez rapidement, parce que l'essentiel de mon discours, je vous l'ai déjà tenu. Il y a deux choses qui sont importantes, je vous disais, c'est garder un œil sur l'innovation. Donc on est en train de cofonder un Immersive Learning Lab en région parisienne avec des acteurs importants que sont Orange Group, que sont bientôt la SNCF, bientôt et aussi en fondateur la région Île-de-France elle-même. Donc pour fonder un pôle de compétences. Moi je ne peux pas, à l'heure actuelle, faire une veille sur tout ce qui sort en termes de réalité virtuelle. Vous voyez, cet équipement-là a quelques mois. Il va, ça s'appelle un Oculus Go. Contrairement à tout ce qu'on peut avoir, toute l'électronique est embarquée. C'est comme si on avait un espèce de gros smartphone à l'intérieur. On a une télécommande qui va avec. Et quand on chausse ça par rapport à... donc là, je ferai un atelier cet après-midi, donc on reviendra, venez à l'atelier, je vous montrerai tout ça en détail. Mais n'empêche que ça vaut 270 €. Ça veut dire que c'est un équipement qu'on va retrouver dans tous les foyers quand Samsung aura fait le sien, Apple aura fait le sien. Il y aura une dimension ludique, clairement, mais il y a aussi une dimension culturelle et éducative, puisqu'il y a des excellents films d'Arte en 360 degrés. Vous visitez la Patagonie, moi, vous nagez dans les requins, évidemment, parce qu'on n'a pas cette chance en métropole de pouvoir nager avec les requins tous les jours. Donc, créer des contenus pédagogiques pour ce type d'appareil, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, mais on ne peut pas le regarder tout seul, tout le CNAM. Donc faire une plateforme de compétences, ça veut dire qu'on aura des personnes avec qui travailler, qui auront fait toute la veille technologique. On va inviter les constructeurs, les éditeurs à nous présenter même leur plan, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, pour être en avance de phase et être capable de créer des ressources. Donc cet après-midi, je vous montrerai un éditeur qui, à partir de vues 360 degrés, et là, de ces fameuses sphères, vous pouvez faire des simulations pour les cours. Et ça commence à devenir très intéressant. Je termine. Il est important de prendre des traces d'apprentissage, les LRS, Learning Record Store, entrepôt de traces d'apprentissage. Ça demande aussi à travailler au niveau de l'infrastructure couche basse du système d'information et de mettre en place cet entrepôt, de l'alimenter avec Moodle, mais avec d'autres choses aussi, et de travailler avec les enseignants sur mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces traces d'apprentissage. Donc je suis très humble par rapport à ça. Il y a plein de projets qui sont montés par rapport à ça. Il y a plein de projets qui peuvent être assez énormes. Moi, j'aime bien commencer petit et ensuite réfléchir avec les gens sur... donc on va monter ce type d'entrepôt de traces d'apprentissage et exposer aux éditeurs du CLAM quelles sont les traces qu'ils laissent. Donc c'est très RGPD compliant. Vous avez entendu parler du RGPD, même en tant que citoyen, que les entreprises sont obligées de vous dire quelles sont les traces que vous laissez sur leur serveur. Ça c'est donc une loi européenne, un décret. Et qui a bien excité les Américains. Donc,
En tant qu'universitaire, c'est important que nos apprenants comprennent ce que c'est que cette notion de laisser des traces. Alors là, c'est des traces d'apprentissage, parce qu'on espère, on a l'ambition de les aider dans leurs apprentissages grâce à ça. Voilà, bon, je passe sur les autres sujets qui sont... voilà, c'était la fin de mon diaporama. Donc si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre, même si j'ai explosé mon temps de parole.